Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la situation de l'emploi en Polynésie et puis des activités et des loisirs. Euh, En guise d'introduction, je voudrais vous donner un chiffre de l'INSEE. Selon l'INSEE, le taux de chômage a presque doublé en 5 ans en Polynésie française. De 12% en 2007, on est arrivé à 22% en 2012. En métropole, aujourd'hui, c'est à 9,7 à l'heure où je vous parle, 9,7%. Là, on est à 22 et quelques pourcents. Donc ça fait un peu peur, mais je vais essayer de vous rassurer un petit peu sur l'emploi. L'ensemble des DOM connaît un chômage qui est beaucoup plus important qu'en métropole. En général autour de 22-23%. Donc on serait dans la moyenne du chômage, avec 23,7% en Guadeloupe. Il y a un fort taux de chômage chez les jeunes, notamment chez les jeunes qui sont pas diplômés. Aucun diplôme, même pas le brevet des collèges. C'est-à-dire qu'il y a 5 fois plus de chômeurs de jeunes non diplômés que de personnes qui recherchent du travail avec un diplôme. D'ailleurs, pour des personnes qui ont un diplôme de cycle 2 et qui sont sur Tahiti, un cycle 2 universitaire, une licence, ces personnes-là ne connaissent pas tellement, elles ne sont pas tellement impactées sur le chômage. C'est différent évidemment dans les îles. Si vous avez une licence et que vous êtes aux Australes ou au Gambier, il y a plus de chances que vous cherchiez du boulot que sur Tahiti. Voilà, les difficultés de la Polynésie, elles peinent à se sortir de la crise. Et il y a quelques signes de reprise économique, il y a quelques signes de dynamisme économique. On le voit aussi dans les coupures de journaux et dans les informations en règle générale en ce moment. On sait que le taux de chômage a légèrement diminué ces 2-3 derniers mois. Voilà. Il y a de toute façon un manque de compétences sur la Polynésie parce qu'il n'y a pas de structure de formation. Donc un manque de compétences dans certains domaines. Donc il y a du chômage, ok, surtout chez les jeunes sans diplôme. Il y a des secteurs dans lesquels il y a moins de chômage. Il y a des secteurs dans lesquels voilà, il n'y a pas de structure de formation sur la Polynésie. Donc si vous avez une compétence particulière, voilà, je pense à des domaines, je vais vous les donner après et on en discutera. La Polynésie, donc, la, la faible croissance du PIB sur ces 10 dernières années, c'est 0,9% sur ces 10 dernières années. C'est 2,7 en guise de comparaison avec la métropole. Et donc, la faible augmentation du PIB sur la Polynésie, elle a été complètement absorbée par l'augmentation de la population. Donc c'est vrai que ça pétouille, ça mouline sur place. C'est aussi ça qui crée du manque de dynamisme et du chômage. Donc ce chiffre de 22% de chômage, voilà, il est à prendre avec des pincettes encore. Il faut distinguer aussi les îles de Tahiti. Parce que dans les Australes, au Gambier, probablement dans les Tuamotu, le taux de chômage il est beaucoup plus important. Et aussi, dans certaines circonstances, on n'a pas vraiment besoin de travailler. Il suffit d'être un bon pêcheur, il suffit d'avoir un peu de terrain agricole dans lequel on peut cultiver. Voilà, il y a 2-3 systèmes d'aide à droite à gauche. On n'est pas nécessairement dans une recherche active d'emploi. Il n'y a pas des structures déclarées non plus partout. Donc, ce qui fait que quand les chiffres sont calculés, ils sont calculés sur les structures déclarées. On sait que dans les îles, il y a beaucoup de structures qui ne le sont pas. Donc si on se concentre sur Tahiti, les chiffres changent. Aujourd'hui, les offres, ce sont des offres pour diplômés. Minimum CAP jusqu'au bac. Il y a plus de 145% d'offres avec un niveau bac en 5 ans. Ça veut bien dire qu'on est dans une dynamique de formation et de prendre des gens de plus en plus formés. Ce qui veut dire, c'est qu'en métropole, on a un niveau de formation plus élevé, et donc si vous venez ici, peut-être que vous avez une compétence à faire valoir sur le territoire de Polynésie. On entend aussi beaucoup le tahitien est obligatoire, on fait une préférence locale à l'embauche, etc. Alors voilà, c'est vrai, mais peut-être, mais il faut distinguer encore ça. Le tahitien, il est important, mais pas dans toutes les structures. Il est important dans certains services, dans certaines structures dans lesquelles il faut aller à la rencontre de la population locale qui peut-être ne parle que tahitien. Mais les gens qui ne parlent que tahitien représentent, je crois, 23 ou 24% de l'ensemble de la population de Tahiti. En plus, le tahitien est en perte de vitesse, qui fait que la jeunesse en Polynésie, la jeunesse sur Tahiti en tout cas, ce qui n'est pas forcément vrai partout, mais sur Tahiti, la jeunesse, il y en a la moitié qui ne parle plus le tahitien ou plus couramment. Donc vous voyez bien que la préférence locale au niveau de la langue, si vous êtes plombier, vous n'aurez pas nécessairement besoin de parler le tahitien. Alors après, si c'est votre envie, on peut aussi l'apprendre le tahitien. Il y a plein de gens qui l'ont appris avec le temps, le tahitien. Plus pour des raisons
culturelles et d'intérêt pour la langue que pour des raisons professionnelles d'ailleurs. Je vous disais la préférence locale. Ok, il y a une océanisation des cadres. Ça veut dire qu'à compétence égale, on va favoriser des locaux, ce qui paraît normal et heureusement pour la Polynésie. Mais à compétence égale, vous avez sûrement un niveau de compétence, vous avez sûrement quelque chose à faire valoir. Je ne sais pas si on a l'équivalent ici. Donc à compétence égale, il y a des Polynésiens évidemment qui se forment, il y a des Polynésiens performants qui sont partis se former à l'étranger, se former en métropole, se former en Nouvelle-Zélande, se former aux États-Unis. Ceux-là, ils reviennent et ils trouvent du boulot. Ce n'est pas la majorité des jeunes Polynésiens, ça. Il y a aussi des jeunes Polynésiens qui ont fait une école de commerce ou qui ont réussi leur diplôme à l'université de Polynésie. C'est pas tout le monde. Vous arrivez peut-être déjà avec un bac, un BTS, une licence, un master 1, un master 2, un doctorat. Voilà, si vous êtes médecin, il n'y a pas photo, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de concurrence. Vous êtes médecin, vous êtes le bienvenu, point final. Le taux de chômage des expats, pour en venir à ce qui nous concerne, il n'est pas très élevé. Ou alors c'est parce qu'il y a des conjoints et des conjointes qui n'ont pas une folle envie non plus de travailler, des conjoints d'expats qui n'ont pas une folle envie de travailler. Il y en a quelques-unes qui font des activités bénévoles, elles en profitent pour faire de l'aquabike, il y a des gens qui en profitent pour faire des cours et des remises à niveau, mais il n'y a pas forcément toujours une volonté de travailler. Donc il faudrait distinguer dans le chômage des expats ceux qui ont réellement envie de travailler. Et puis il y a des compétences effectivement qui ici n'apportent rien, c'est vrai. Donc là quand vous êtes comme ça, vous vous retrouvez avec des conjoints qui peut-être, ou des conjointes, je ne sais pas, je vais vous dire n'importe quoi, qui parlaient allemand, dans du commerce international. Il y aura peut-être des compétences dans le commerce international, mais l'allemand ici il n'est pas parlé. L'allemand il n'est pas utile ici. Les Allemands déjà ils parlent anglais bien souvent, donc quand ils viennent en vacances, ils parlent anglais et tout le monde se parle anglais, on se comprend, mais il n'y a pas une nécessité de parler allemand. Donc le tourisme espagnol aussi n'est pas ultra débordant ici, donc il n'y a pas de nécessité absolue de parler espagnol. Ici, il y a d'autres langues qui sont importantes, on y reviendra tout à l'heure. Donc il y a beaucoup de blogs où on dit oui, il y a 20% de chômage, vous ne trouverez rien du tout, c'est une mission impossible, attention, etc., etc., etc. Moi je trouve que c'est un peu alarmiste. C'est un chiffre, il faut aller voir plus loin que ce chiffre-là. Déjà, ce n'est pas 20%, c'est 22 à 23% de chômage si on veut être exact. Mais il faut relativiser ce chiffre-là au travers de mon expérience. Moi, je vois des expats qui créent des choses, qui s'en sortent avec plus ou moins de difficultés. On est d'accord, la vie est chère et tout ça, mais qui s'en sortent. Donc, pour moi, ce n'est pas un point sur lequel il faut focaliser. C'est un point important, mais il ne faut pas focaliser dessus. « 23% de chômage en global sur la Polynésie et ses îles, dans des îles dans lesquelles il n'y a pas beaucoup de boulot. J'ai pas le chiffre sur Tahiti. J'aurais bien aimé vous le donner, mais je ne l'ai pas trouvé. Le chiffre de chômage sur Tahiti, est-ce qu'il est plus ou moins important? Mais à mon avis, avec l'ensemble des îles qui n'est pas dans une grande démarche de travail, mais ce n'est pas de leur faute, c'est comme ça le contexte, sur Tahiti, c'est peut-être un petit peu moins. Je voulais vous mettre en garde quand même. Ici, il n'y a pas d'allocation chômage. Si vous avez quitté votre emploi ou si c'est un rapprochement de conjoint, que vous suivez votre conjoint ou votre conjointe, vous allez appuyer sur pause sur vous avez le droit à une allocation chômage. Si vous avez travaillé, que votre CDD s'arrête, si vous avez négocié une rupture à l'amiable, etc., votre chômage est sur pause pendant 3 ou 4 ans, je ne sais plus. 3 ans ou 4 ans, il faudra que je vérifie l'information pour vous donner quelque chose d'exact. Vous le récupérerez à votre tour si jamais vous voulez revenir. Par contre, si vous restez plus de 4 ans, vos droits s'annulent. Mais ici, en tout cas, il n'y a pas de chômage. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas Pôle emploi. Ici, on est un pays d'outre-mer. Il y a le CEFI, qui est l'équivalent du Pôle emploi. Mais comme il n'y a pas d'impôt sur le revenu, le pays n'est pas en capacité de payer, et à mon avis, c'est mon avis personnel, heureusement, des allocations chômage et du RSA. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas ici. Si on veut parler, plutôt que de parler du chômage, si on veut parler de l'embauche, moi, j'ai envie de vous donner 3 secteurs qui pour moi sont porteurs. Alors on dira ce qu'on veut, ils ne sont peut-être pas porteurs, on claque pas des doigts, mais je ne connais pas tellement d'endroits dans lesquels on claque non plus des doigts pour trouver du travail. Le secteur de la santé, celui-là il est porteur en Polynésie. Pourquoi? Parce qu'on manque de centres de formation. Bien qu'il y ait un IFSI ici, un centre de formation des infirmières, on manque d'infirmières. Il y a un roulement qui va arriver dans quelques années, je pense qu'on n'aura plus tellement besoin d'infirmières expats, mais là on a encore besoin d'infirmières, d'infirmiers, de médecins
des spécialistes, des médecins généralistes, des chirurgiens, tout ce que vous voulez. Alors là, c'est du pain béni parce que là, on en demande. On est même prêt, c'était une proposition du gouvernement polynésien, à faire venir des médecins mexicains pour aller les attirer dans les îles avec un salaire qui soit intéressant, en tout cas plus qu'au Mexique, mais plus aussi que la normale, mais à condition qu'ils restent dans les îles pendant un certain nombre de temps. Parce que le problème, c'est que sur une île des Tuamotu, on tourne en rond, et donc à un moment donné, les gens qui ont fait des études de médecine, etc., viennent, et s'ils ne s'intègrent pas, parce qu'on peut aussi très bien s'intégrer dans les îles, ce sont des gens évidemment charmants, mais si on ne s'intègre pas, et ben, du coup, voilà, ça ne sert à rien de payer un médecin je ne sais pas combien pour ça. D'ailleurs, il y a des roulements de médecins. Il y a un médecin pour un ensemble d'îles. Et le médecin est là pendant un mois, il est là, un mois, il n'est pas là, un mois, il revient. Et quand il n'est pas là, ce sont les 2-3 infirmiers et infirmières qui prennent le relais du dispensaire ou du centre médical. Si vous êtes nutritionniste, alors là, si j'avais des compétences nutritionnistes, on en reparlera peut-être entre nous, mais ici, c'est quelque chose qui pourrait bien fonctionner si on le voit sur un certain angle. Voilà, et surtout, moi, je crois en la création de quelque chose, de l'entrepreneuriat, de la création. Vous avez forcément une expérience professionnelle, j'espère, ou alors vous êtes jeune et vous débutez dans la vie, mais vous avez forcément des compétences à faire valoir, un niveau d'études, des diplômes, des formations, un emploi, plusieurs emplois. Donc ça, je vous propose qu'on en discute ensemble si jamais ça vous intéresse pour voir comment est-ce qu'on peut réfléchir autour d'un projet d'installation ici et du développement d'un business. Qu'il soit un business physique, un business numérique, que ce soit du coaching, que ce soit, tout est possible ici. Ça passe juste par la création légale d'une patente. Au niveau des impôts, on verra ça ensemble si vous voulez. C'est ce que je vous proposerai dans la formation qui sera le tremplin de cette série de vidéos pour vous. Voilà, si on a un projet d'installation parce qu'on a des compétences manuelles ou des compétences professionnelles, on peut très bien réfléchir à ça pour voir si ça peut fonctionner. Après, si on est conjointe d'un expatrié, on peut aussi, plutôt que de tourner en rond, parce qu'ici, au bout d'un moment, on tourne en rond, si on veut bien faire un peu de sport, un peu de bénévolat, mais même comme ça, au bout d'un moment, peut-être qu'on a envie de se... C'est peut-être l'occasion. On dit toujours, tiens, moi, plus tard, j'aimerais bien mettre en place un business, quel qu'il soit, hein, à l'occasion d'un gîte, si vous voulez, mais mon propre business, mon propre truc. C'est-à-dire, quand je serai grand, quand j'en aurai marre d'avoir un patron, j'aurai envie de mettre en place une structure. Et si vous faisiez la main ici, ou si vous créiez quelque chose ici qui pourrait après servir de base, soit à la réflexion d'un futur projet en métropole quand vous revenez, soit de servir de ce projet initial pour l'étoffer avec le temps et le développer un peu plus en Polynésie. Alors, j'ai cette idée de nutritionniste qui me revient en tête, mais il y a plein d'autres voies ouvertes. C'est facile ici. Il n'y a pas énormément de choses, il faut être honnête. On est en recherche de pas mal de choses. Il y a des gens qui partent se former, évidemment. Il y a des Polynésiens qui reviennent, qui sont très formés. Il y a des Polynésiens aussi qui partent à New York, en métropole. Et quand ils vont en métropole, ils y restent des fois. Donc ceux qui... Je ne connais pas le pourcentage, mais ça serait une bonne question à savoir, un bon pourcentage. Combien de Polynésiens vont se former en France? Et sur cela, combien reviennent au Fénois? Combien reviennent dans leur île directement après l'obtention de leur diplôme? Je pense qu'on serait surpris sur ces chiffres. Voilà, je vais arrêter là sur l'emploi. J'ai des oiseaux qui crient dans mon dos. Alors on est un petit peu dans mon bureau là. Mon bureau extérieur, quand il fait un peu chaud comme aujourd'hui. J'ai mon petit endroit dans lequel je me mets pour travailler tranquillement, qui est bien agréable. Je vous l'avais dit dans l'introduction de cette vidéo, l'activité et les loisirs, c'est ce que je vais balayer un peu rapidement avec vous. Venir ici en Polynésie, c'est profiter d'un ensemble de choses. On est dans un endroit qui est hors du commun, c'est clair, la Polynésie c'est beau, le climat il est clément, l'environnement est magnifique, les gens sont sympas, le paysage est splendide, j'ai même pas un qualificatif pour vous le décrire. La proximité de l'océan partout où on va, et aussi des jolies vues de montagne en fonction de là où on se trouve. Tout ça fait que y a un ensemble de possibilités nouvelles qui s'offrent à vous. Un ensemble de possibilités nouvelles. Quand on vient ici pas que pour travailler aussi accessoirement. On vient aussi parce que la Polynésie est belle et qu'on est un peu dans un esprit décontracté. C'est pas les vacances tout le temps, mais enfin rapidement on peut se faire 2-3 activités et aller à la plage le week-end assez facilement. Donc il y a des belles plages, c'est sûr. Mais attention aussi, les belles plages, elles ne sont pas forcément sur Tahiti. Il y a des belles plages sur Moorea, il y a des belles plages, celles
que l'on se représente intellectuellement, ce sont les plages de Bora Bora par exemple. Ce n'est pas les plages de Tahiti. Donc ça a un coût. Les activités que je vais vous parler, il y a des activités qu'on va qualifier d'exceptionnelles, ce que vous allez faire quand c'est les vacances. Et puis il y a les activités du quotidien, les activités classiques, les activités culturelles, sportives. Vous faites peut-être du théâtre, vos enfants font peut-être de l'équitation, du judo, votre conjoint prend peut-être des cours d'anglais. Donc on va commencer par ces activités-là. Il y a des clubs, il y a des écoles, partout, un petit peu partout, de sports divers et variés, des salles de sport, des dojos, des cours de danse, des cours de voile, du tennis même, du foot, de la pirogue. On dit le va'a ici, le va'a c'est des grandes pirogues dans lesquelles on est soit un petit nombre, soit beaucoup, jusqu'à 16 je crois, pour faire soit de la vitesse dans le lagon, soit pour faire de l'endurance et des grandes distances sur l'océan. Bah ça c'est assez fun à découvrir. Pour ceux qui ont fait comment on appelle ça, du dragon boat, qui ont eu l'occasion d'essayer ça, c'est un petit esprit un peu similaire, c'est sympa, sauf que c'est une pirogue à balancier. Donc il y a tout ça, mais il n'y a pas tout ça partout. Il y a ça sur Tahiti, et après dans les îles, c'est en fonction des compétences des gens. Il y aura un dojo à Raiatea, je suis sûr qu'il y en a, il n'y aura peut-être pas de dojo à Taha, et il y a un dojo à Fakarava ou à Rangiroa, dans lequel on fait du judo, du taekwondo, beaucoup ici, et puis du karaté ou je ne sais quoi, de l'aïkido. Donc ça va être en fonction. Si on est sur Tahiti, on a plus de chances de trouver l'activité que l'on avait. Des fois, on a sa fille qui fait de la danse depuis 12 ans, on aimerait bien qu'elle continue. Attention où vous allez, parce qu'il n'y aura pas forcément la continuité partout. Si vous allez sur la presqu'île, vous aurez moins d'activités sportives, moins d'activités culturelles que si vous allez évidemment sur Papeete. Tout ça, par contre, c'est une histoire de prix. Vous pouvez trouver les renseignements sur Internet, mais tous les sites ne sont pas hyper à jour et surtout, on vous répond pas très souvent sur les sites Internet quand vous demandez des choses. Il y a même un golf à Tahiti. Un golf à Tahiti, un golf à Moorea. Donc si votre truc c'est d'aller taper un petit peu la balle de temps en temps, vous pouvez le faire à Papara. Et puis après, il y a quelques exceptions, évidemment, des trucs qu'il n'y a pas ici. On ne peut pas les transporter, de se transposer, de l'escalade. Il n'y a pas de club d'escalade. D'ailleurs, ça pourrait faire l'objet d'une bonne idée de rachat de franchise et d'installation. J'ai lu sur un blog, là, il n'y a pas longtemps, qu'une entreprise française de salles de bloc, vous voyez, c'est des petites salles d'escalade dans lesquelles on n'a pas besoin de s'encorder parce que le niveau est pas très, la hauteur n'est pas très haute. Il y a des tapis en dessous, souvent on y va à deux avec quelqu'un qui part, quelqu'un qui est en train de grimper. C'est pas très haut, mais c'est très difficile à faire. Donc voilà, il y a des niveaux pour progresser. Ces salles de bloc, elles se vendent en franchise. C'est comme l'ensemble des franchises de magasins. Vous achetez un concept et eux vous aident à l'installation. Et j'ai vu qu'il y avait le principal, je ne vais pas lui faire de la pub, fournisseur de salles de bloc en France qui viendrait d'équiper une salle en Nouvelle-Zélande et une salle en Australie. Et du coup, il n'y a rien sur Tahiti. Ça pourrait être, voilà, alors une franchise c'est assez cher, hein. On parle de 100 000 euros au minimum ou 80 000 au minimum, mais ça pourrait être une bonne idée à voir, à calculer le rendement. Voilà, eux dans les franchises, ils vous aident à faire un business plan et à voir si ça fonctionne pour le rachat de franchise. Moi, je ne suis pas spécialisé sur le rachat de franchise. L'équitation, il y en a aussi quelques clubs ici, mais là vous seriez déçus, c'est par rapport aux tarifs évidemment. Les tarifs sont assez élevés. Il y a 2 centres équestres à peu près dans les Australes, à Tupuai et à Urutu. Il y a un centre équestre à Moorea, il me semble. Sur Tahiti, il y en a 3, mais il y en a 2 sur Pir'e ou sur Aoe. Et puis il y en a un dans la presqu'île à Taravao. Donc si voilà, vous arrivez à Punauia ou que 3 fois par semaine, vous n'avez pas envie de vous faire le déplacement avec vos enfants pour aller au centre équestre, bah voilà, ça sera quelque chose de pas facile. Ce qu'on trouve facilement ici et classiquement, c'est du futsal. Alors ça, c'est presque partout. Je pense qu'il y a des clubs de futsal. Futsal, de la danse, des dojos dans lesquels on va faire des sports de combat, mais plutôt virils, comme du MMA, du free fight. Là, je crois que c'est même interdit en métropole, mais ici, ça marche vachement bien. De la boxe thaï, de la boxe. Voilà, on est des haïtos, ici on est des guerriers, donc des trucs voilà, d'hommes. Du va'a, des clubs de va'a aussi. Et puis voilà, de la danse tahitienne et aussi de la danse hip-hop, classique, jazz, moderne, ce que vous voulez. On trouve aussi de la musique assez facilement, instruments un peu plutôt sur Papeete et après avec parcimonie dans différents endroits, mais surtout de la chorale plutôt religieuse ici évidemment, mais de la chorale on en trouve un petit peu partout. Des cours d'anglais, des cours de chinois ici à fond, parce qu'il y a beaucoup d'immigration chinoise historique qui fait que
La population est assez mixée. Il y a beaucoup de métissage, et notamment du métissage chinois avec des familles chinoises assez importantes ici. Donc le chinois est beaucoup parlé. Il y a beaucoup d'exportations et de connexions, notamment avec le projet chinois de développement de la ferme aquacole, la plus grande ferme aquacole du monde, au Tuamotu, qui est en train de se développer avec un import de 500 millions de tonnes de poissons, un export, pardon. J'ai dit combien? 50 tonnes, je crois. Je ne sais plus combien le chiffre. Colossal, la plus grande ferme aquacole du monde. Elle se trouve le projet est en train de se faire à Ho. C'est un projet chinois, intégralement payé par les Chinois, qui aussi rachètent les hôtels ici pour le tourisme, etc. Donc il y a beaucoup de connexions avec la Chine. Ce sont des investisseurs chinois qui ont vraiment beaucoup d'argent et qui cherchent des niches aussi, comme tout le monde, pour pouvoir investir leur argent et bien investir. Donc je vous disais le chinois et puis le tahitien, évidemment, si vous voulez prendre des cours de tahitien. Bah, évidemment, c'est largement possible. Des clubs d'échecs, des clubs de théâtre, voilà, la maison de la culture, Tefaré à Papeete, beaucoup de choses et beaucoup de choses pour les enfants. Donc ça, c'est des structures qui ressemblent à des structures de métropole, tellement il y a une diversité et des possibilités de faire des choses différentes. C'est animé par des animateurs, voilà, c'est une vraie grosse structure. C'est peut-être bien la seule en Polynésie qui propose autant de choses comme ça. Donc on a eu pour les activités un peu traditionnelles, qui est la continuité de ce que vous faisiez en métropole, où voilà, se fixer un petit challenge de danse tahitienne pendant qu'on vient ici, mais il y a aussi l'exceptionnel, et à mon sens, c'est dommage de venir ici sans goûter à l'exceptionnel de la Polynésie, parce que la Polynésie est exceptionnelle. Des activités hors du commun, dans un cadre hors du commun. Vous pouvez aller le week-end sur Montréal quand vous habitez Tahiti, ça vous coûte 10 € la traversée sur le bateau, c'est 40 minutes, on en a déjà parlé. Vous louez une pension, vous louez un hôtel, vous louez ou passez par Airbnb, ce que vous voulez. Vous pouvez nager avec les requins, vous mettez un tuba d'épale, vous nagez avec les requins, vous nagez avec les raies. Vous pouvez faire du bateau, de la pirogue, de la plongée, du kitesurf. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors sur Montréal, le kitesurf c'est un peu controversé, mais c'est pas forcément le bon exemple. Mais vous pouvez en faire en Polynésie. Et après, il y a d'autres activités comme des croisières en bateau par exemple. Vous partez avec votre famille une semaine dans les Tuamotu, 15 jours ou une semaine pour visiter l'archipel de la Société et vous faites Tetiaroa, Wahine, Tahare, Atea, Bora Bora et vous revenez. Enfin, vous en prenez plein la vue, c'est magnifique. C'est cher, mais si vous deviez visiter toutes ces îles en prenant des billets d'avion indépendants ou même avec simplement une connexion, vous payeriez plus cher. Donc tout ça, c'est à bien y réfléchir. En parlant de billets d'avion, voilà le problème de la Polynésie sur les compagnies aériennes, c'est que Air Tahiti, pas Air Tahiti Nui, qui vous permet d'aller à Los Angeles, en Nouvelle-Zélande ou en France, mais Air Tahiti, une compagnie qui est interne, vous permet de relier les différentes îles de la Polynésie. Elle a le monopole et elle est assez chère, quoi. C'est pas EasyJet du tout, c'est pas Ryanair non plus. Donc si vous voulez partir de Tahiti pour aller à Bora Bora, c'est à 50 minutes de vol, c'est pas très loin. Vous allez en avoir entre 300 et 450 € le billet d'avion en fonction de la période. Entre 300 et 450 € pour un vol interne à 40 minutes ou 45 minutes, c'est un Genève-Paris ou un Lyon-Paris à 29,90 € quoi, en distance. Si vous voulez aller aux Marquises, et là c'est l'aberration, les Marquises c'est sympa, mais il y a beaucoup d'expats qui viennent sur Tahiti qui vont jamais aux Marquises. Et pour cause, le billet d'avion aux Marquises, il peut être entre 500, 600, voire jusqu'à 650 € l'aller-retour, alors que c'est polynésien. Et des fois, vous avez votre billet d'avion pour la Nouvelle-Zélande, pour aller à Auckland, qui est moins cher que d'aller aux Marquises. Alors j'aime bien les Marquises, ça doit être très joli, mais je suis allé en Nouvelle-Zélande, du coup, je suis pas allé aux Marquises. Et j'aimerais bien y aller pour autant, mais ces prix-là, voilà, sont rédhibitoires, quoi. Je préfère voler pour aller me faire presque 2 allers-retours pour l'île de Pâques, plutôt que d'aller une fois aux Marquises ou me faire un coup à Hawaï. Voilà, ça c'est un peu le petit bémol des vols aériens. Après, tout ce qui concerne le reste, vous avez quelques... Vous pouvez vous faire un resto, bien sûr, on a parlé des roulottes et tout ça, mais vous pouvez vous faire un ciné, vous pouvez faire un McDo, je crois qu'il y a 2 ou 3 McDo sur Tahiti, vous pouvez faire le marché de Papeete, vous pouvez faire le musée de Tahiti qui est sympa. Voilà, après, il n'y a pas non plus plus que ça à faire. C'est pour ça que j'attire vraiment une importance particulière sur tous les expats que je croise ici, surtout
il y a quelque chose qu'il faut enlever de votre tête, c'est je vais mener la belle vie comme ça, vous ne gardez pas vos habitudes de métropole dans un autre cadre. Vous ne gardez pas vos habitudes de métropole dans un cadre paradisiaque. C'est-à-dire que si vous avez envie d'aller faire les magasins, vous allez vite tourner en rond. Donc réfléchissez à combien de fois vous allez faire les magasins dans un mois. Tiens, j'ai besoin d'aller m'acheter 2 trois trucs de sport, puis un truc de fringues, puis je veux aller à un magasin bio, et puis je vais aller au truc loisirs créatifs de la Fnac ou de je ne sais pas comment s'appelle ce genre de magasin. Je veux aller à Maison du Monde, je veux aller. Ça, vous tirez un trait dessus. Donc c'est pour ça que je vous dis, un conjoint ou une conjointe vient travailler. Vous arrivez avec des enfants, un des deux du couple ne travaille pas, les enfants vont être scolarisés. Vous pouvez vite vous retrouver à faire du transport scolaire avec les horaires dont on a parlé la dernière fois. Il faut se trouver une activité, sinon on tourne en rond. Et c'est ça, je ne l'invente pas, c'est ce que tous les expats disent. C'est même pas un conseil, c'est un conseil que je vous donne, mais c'est très important d'y réfléchir. Vous faites du sport, vous faites des cours bénévoles, vous allez prendre des cours bénévoles, il y en a quelques fois. Vous voulez apprendre le Ori Tahiti, vous voulez apprendre le tahitien, vous voulez vous préparer une thèse. C'est aussi un contexte dans lequel on peut se former avec des formations à distance en métropole, sur des formations dans lesquelles d'habitude on n'a pas le temps. Vous avez une licence, vous voulez faire un master ou un master 2, en VAE, en cours par correspondance, bah là vous avez le temps, c'est un chouette projet, c'est un projet sain, il faut des projets. La chose que je vous conseille, la formation je vous le conseille, mais complètement, vous revenez en France, vous êtes plus armé, vous allez prétendre à autre chose que ce que vous aviez en partant. Par contre, je vous conseille aussi fortement de réfléchir à quelle activité, bénévole, business rémunéré, je vais pouvoir développer sur Tahiti. Quelle activité mon conjoint ou ma conjointe qui ne travaille pas va pouvoir mettre en place, comment je peux me créer une patente, comment je peux développer un petit business sur internet, un truc qui fonctionne, un truc qui vous motive, un truc sur lequel vous apprenez tous les jours, parce que je peux vous garantir que si un jour vous avez l'envie de suivre une formation avec moi, mais aussi du coup de monter un petit business et peut-être de monter un business sur internet, je vous garantis que vous avez de quoi remplir votre agenda journalier comme ça pendant quelques temps. L'utilisation des logiciels, les connaissances, la réflexion autour des logiciels, la découverte d'autres logiciels américains, les lectures que vous pouvez vous faire. J'ai là sur ma table deux, trois bouquins, mais je m'en servais tout à l'heure, je m'en sers tout le temps en fait. Alors celui-là c'est le grand classique, La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Je vous apprends rien hein, si vous êtes dans une démarche de développement de business. Ça c'est pas la Bible, mais disons qu'à partir de là, on a pris conscience de quelque chose, qu'on pouvait travailler vraiment pas la semaine de 4 heures. On peut travailler pas longtemps et gagner des sous. Donc tout le monde ne se fera pas le bénéfice de Tim Ferriss, mais il y a moyen de se faire de l'argent quand même. Et c'est de ça dont on discutera dans la formation, après ces séries de vidéos. Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Voilà, c'est des bonnes lectures. Vous pouvez vous commander ça avant de partir, venir avec ça dans vos valises, vous lire ça, regarder des vidéos sur YouTube inspirantes, et vous pouvez réfléchir comme ça. Vous pouvez aller aussi, il y a des soirées, des clubs. En ce moment, il y a une soirée sur les expats, là, bientôt. Donc, je vais y aller. Il y a une soirée aussi pour s'expatrier, pour réfléchir autour de la Thaïlande. De l'investissement immobilier, du bon placement. C'est le moment pour vous de refaire un petit point, que ce soit au niveau de vos assurances, de vos cartes bancaires. Vous avez le temps si vous êtes dans cette situation-là. Non, c'est l'occasion pour vous de faire un petit point d'ensemble de choses que d'habitude vous n'avez pas le temps de voir. Est-ce que vous savez quelles assurances vous contractez? Est-ce que vous savez quelles assurances vous contractez en doublon, des fois 3 fois avec vos cartes bancaires? Est-ce que vous avez pris le temps de regarder les cartes de fidélité qui fonctionnent bien dans votre quotidien? Des cartes de fidélité ou l'Amex pour cumuler des miles, ou pour cumuler des miles sur Air France ou sur Air Tahiti Nui. Toutes ces choses-là, je voudrais en parler avec vous, je voudrais vous partager un petit peu l'expérience que je me suis forgée avec. Quand on vient en Polynésie, on a un petit peu plus de temps, c'est vrai. Donc on a le temps de réfléchir. Et donc on a le temps de regarder des choses qui sont inspirantes. Et moi j'ai aujourd'hui envie de partager ce que j'ai un petit peu acquis en termes de compétences. Je n'ai pas la prétention d'être un crack en web marketing. Vous pouvez regarder des formations et des chaînes YouTube avec des webmarketeurs qui sont de classe nationale, j'ai envie de dire. Moi, je suis en Polynésie et je sais qu'à distance, avec la métropole, légalement bien sûr,
sans payer d'impôts aussi, parce qu'on est en Polynésie, on peut développer un petit business qui peut vous rajouter un petit billet de 300 euros, 500 euros, 1000 euros, plus si affinité en fonction de l'énergie que vous allez mettre et de l'originalité de votre projet. Ça, on peut en parler ensemble. Moi, j'ai un travail, donc je travaille. En plus, je fais une activité de développement sur Internet, une petite structure de développement de business sur Internet. Voilà, ça m'a permis ici d'écrire un livre. Voilà, j'ai écrit un roman, je vous mettrai un lien une prochaine fois peut-être. Et puis de réfléchir à comment est-ce qu'on peut vendre des e-books. Tout ça, on en reparlera si vous êtes intéressé. Il faut se laisser le temps un petit peu de la digestion, le temps de la réflexion. Et après, quand on a l'envie, le prix d'une formation, c'est pas cher finalement. Vous pouvez même vous en payer 5. Un jour, vous allez la rentabiliser même assez rapidement si jamais vous avez l'envie de investir dans un permis de poids lourd. Si vous voulez être chauffeur routier, finalement, par rapport au développement de votre activité, c'est pas cher le permis poids lourd par rapport au développement de votre activité. Et moi, mes formations, elles sont moins chères que le permis poids lourd, je peux vous l'assurer. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, c'est très bien, je vous invite à voir les prochaines vidéos. Je vais me laisser un tout petit peu de temps maintenant avant de poster la prochaine vidéo qui sera mon bilan de l'ensemble de ces vidéos. Je vous inviterai aussi à des choses un petit peu sur des contenus, si vous voulez continuer à bénéficier de ces petites vidéos, je vous inviterai avec un contenu, mais peut-être en privé, entre nous, mais sur un contenu gratuit, hein, avec un ou deux modules pour aller un petit peu plus loin dans votre réflexion. Ce qui m'intéresse, c'est de vous aider à cheminer sur l'expatriation ici et sur les activités que vous pouvez développer sur profiter de votre expatriation pour mettre en place quelque chose, ou alors profiter que votre conjoint, votre conjointe s'expatrie, et vous allez venir aussi avec vos enfants, pour profiter de ce temps-là, pour mettre à profit ça, pour vous former pour la suite, et revenir en France armée, et peut-être changer de vie en France. Hein. Ici, c'est ça, moi, que je vis un petit peu, et que je partage avec les gens qui m'entourent, c'est que ici, on fait une pause, et puis finalement, on repart avec une réflexion qui est différente de celle qu'on avait en arrivant. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'on peut en tirer un profit, un bénéfice pour quand on revient. Si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez aller sur le lien Facebook qui se trouve en dessous de la vidéo, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez partager la vidéo à tous vos amis, vous pouvez susciter en partageant cette vidéo des envies à des amis, vous pouvez poser des questions sur Facebook. Je vous invite à regarder ma prochaine vidéo qui sera sur le bilan de l'ensemble de ces vidéos, le top ici, et puis ce qui nous manque quand on vient ici. Voilà, ciao, bye bye.